Alors, bonsoir. Bienvenue à cette séance d'information sur le corridor Vivacité 3e Avenue Est. Je me présente, je suis Christina Bouchika, conseillère en consultation publique. J'ai le plaisir d'animer la rencontre de ce soir. Alors, merci d'avoir répondu aussi grand nombre à notre invitation sur une soirée si belle d'été. Alors, j'espère que vous êtes quelque part sur votre terrasse, sur le balcon pour profiter. C'est le plaisir de pouvoir faire une séance en ligne. Alors, merci pour votre présence. Alors, permettez-moi de présenter les personnes qui m'accompagnent. Tout d'abord, M. Pierre-Luc Lachance, vice-président du comité exécutif responsable des dossiers du transport et de la mobilité active et conseiller municipal du district Saint-Roch-Saint-Sauveur. Bonsoir. Bonsoir. Également de l'équipe, donc l'équipe du projet Corridor Vivacité, M. David O'Brien, qui est directeur de projet. Bonsoir. Bonsoir. M. Thomas Arvegas, qui est agent de recherche. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Constant Pilote, ingénieur en transport et mobilité active. Bonsoir. Bonsoir. Et également avec nous, Madame Véronique Sanson, conseillère en planification du transport. Bonsoir. Bonsoir. Qui sera avec nous pour une partie de la rencontre parce qu'elle a un autre engagement par la suite, mais elle sera là pour la première partie. Voilà, donc les objectifs de la rencontre, c'est vraiment de vous présenter les aménagements proposés pour ce tronçon et de répondre à vos questions. Ah, pardon, j'ai oublié de présenter, désolé, M. Charles Marcotte, qui est analyste en planification des services du RTC. Bonsoir. Salut, bonsoir. C'est pas grave, pas de souci. Je suis pas équipe ville, je comprends. Non, mais je l'ai rajouté par la suite, je m'excuse. Alors, je vous informe que la séance de ce soir est enregistrée. Elle sera disponible sur la page du projet dès demain. Également, la présentation qui va être là, faite ce soir va être disponible sur la même page. Donc, pour le déroulement, c'est bien simple. Donc, après le mot de bienvenue par l'élu responsable, M. Pierre-Luc Lachance, on a une présentation de l'équipe Vivacité, donc pour environ 45 minutes. Et par la suite, suivra la période d'échange, lors de laquelle je vais revenir avec des détails. Vous allez pouvoir poser des questions dans l'outil QAR ou si pour une raison, donc par écrit, puis nous, on va les lire au micro, mais si pour une raison quelconque, vous n'êtes pas capable d'écrire, vous pouvez lever la main, il va pouvoir vous permettre d'intervenir de vive voix. Et je vais vous demander de garder les questions pour la fin parce que peut-être que dans les prochaines diapos, vous allez avoir réponse à votre question, mais pour ne pas l'oublier, vous pouvez la prendre en note, puis on va y répondre à la période de questions. Alors, concernant les moyens de communication pour la séance de ce soir, donc il y a eu près de 1000 avis porte-à-porte, invitations distribuées dans le secteur, dans le secteur concerné dans la semaine du 12 mai. Il y a également eu une invitation par courriel aux membres du conseil d'administration du conseil des quartiers des Jésuites, donc qui est le conseil des quartiers dans ce secteur. Et toute l'information était disponible sur la page Internet depuis le 12 mai également. Alors voilà, sans plus tarder, j'inviterai M. Pierre-Luc Lachance pour le mot d'introduction. Merci beaucoup, Christina. Bonsoir à toutes et tous. Merci de vous présenter à cette rencontre de suivi du projet. Vous allez voir, nos équipes ont travaillé fort pour bonifier le projet suite à vos commentaires. Pour nous, c'était vraiment important justement de faire un retour avec vous avant de débuter le chantier pour vous montrer le travail qui a été fait. Je ne prends pas beaucoup de temps. Je veux déjà saluer l'excellence des équipes, mais je les laisse vous présenter le tout. Je ne vous dévoile pas de scoop, mais je crois que plusieurs des gens qui avaient participé à la consultation, qui ont fait des commentaires, ont bien été écoutés et vous allez voir les résultats ce soir. Merci. Merci beaucoup, M. Lachance. On va donc débuter la présentation. J'invite donc M. David O'Brien à débuter. Merci beaucoup, M. Lachance. Merci, Christina. Donc, bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir de vous retrouver là, en cette soirée du 27 mai. On s'est vu pour la dernière fois lors de l'atelier d'échange en février dernier à l'Arpidrome. C'était un soir où il y avait une tempête de neige. Alors, quelques mois ont passé depuis. Notre équipe, évidemment, a travaillé très fort sur le projet du corridor Vivacité de la 3e Avenue Est. Ce soir, on a un menu, évidemment, où on ne répétera pas l'entièreté de ce qu'on vous a présenté en février dernier. On peut peut-être passer à la suivante. Merci beaucoup, Thomas. Donc, évidemment, lors de l'atelier d'échange du 17 février, on a reçu des commentaires sur place, donc que vous nous avez fait pour ceux qui y ont participé.
Par la suite, on a récolté également d'autres commentaires subséquemment à la rencontre. On a eu des rencontres aussi avec certains citoyens dont probablement certains d'entre vous nous avaient demandé d'informations ou des précisions. Donc, il y a eu des rencontres de fait par notre équipe. Et par la suite, évidemment, on a planché à travailler sur la conception du projet. On a ajusté beaucoup de choses en lien avec ce qu'on a reçu comme préoccupation ou idée, ou souvent ce sont des suggestions d'amélioration lorsqu'on démarre les projets. Donc, ce soir, on souhaite là, vous présenter la version finale du projet. Évidemment, comme j'ai mentionné, là, on ne répétera pas l'ensemble du contenu de mise en contexte. Par contre, il est accessible dans la présentation qu'on vous a fait en février dernier sur le site web de la Ville. Donc, dans la page de la consultation publique liée au projet de la 3e Avenue Est, il y a un fichier, le PDF de la présentation qui est disponible. Vous aurez, par exemple, tous les résultats du sondage qu'on vous ne répétera pas ce soir, évidemment, pour gagner du temps. Donc, voilà, l'objectif de cette séance, c'est vraiment de vous présenter tout le travail puis de vous écouter. Et comme M. Lachance a mentionné, hein, il y a tout un travail qui a été fait pour venir là, répondre vraiment là, selon les possibilités techniques et autres là, à vos commentaires. Puis on va vous présenter d'ailleurs un petit peu plus tard là, dans la présentation là, certains éléments majeurs qui avaient été soulignés, puis les actions qu'on a prises pour faire des corrections lorsque c'était possible. Donc, voilà un peu le plan de match. Pour la suite, Thomas et Constant donc, vont se partager la présentation. Et je cède la parole à Thomas pour la première portion. Merci et bonne soirée. Excusez-moi, ça va aller mieux avec mon micro. Oui, puis juste pour faire un rappel, j'ai oublié d'aller à cette diapo-là, David, mais aujourd'hui, on voulait juste vous présenter aussi un peu le processus de projet, où est-ce que suite à la conception, tel que mentionné le 17 février dernier, on passe en séance d'information pour vous présenter le produit final avec toutes les modifications qu'on y a apportées, avant de passer en réalisation au courant de l'été. Parfait. Donc, pour commencer, on veut peut-être faire une petite description de qu'est-ce qu'un corridor vivacité. Donc, les corridors vivacité, c'est des axes qui sont sécuritaires et confortables pour tous les usagers de la rue, peu importe leur âge et leur aptitude. Dans le jargon, on appelle ça un aménagement triple A. C'est des liens qui sont praticables à l'année, donc on les déneige. On souhaite aussi être sur des axes qui offrent un accès direct et efficace aux principaux lieux d'activité. On assure un meilleur partage de la voie publique afin de limiter les conflits entre les différents modes de transport, donc piétons, auto, vélo. Nos liens sont facilement reconnaissables. On souhaite avoir une identité visuelle distincte. Puis, dernièrement, dans tous nos projets, on tente au maximum d'intégrer les besoins cyclistes au mode de gestion des différentes feux de circulation sur lesquels se retrouvent nos liens cyclables. Chez CVC, on a deux types de projets qui sont possibles. Dans le cadre du projet qu'on vous présente ce soir, il s'agit d'un aménagement qui est évolutif. Donc, un aménagement évolutif, ça nous permet d'améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes sans avoir à réaliser des travaux majeurs. Des travaux majeurs, ce qu'on entend par là, c'est par exemple un élargissement de rue, une ouverture de rue, refaire des trottoirs ou faire une piste cyclable, par exemple, qui est à un différent niveau du sol. Pour nous, faire un aménagement évolutif, c'est une façon rapide d'implanter un lien cyclable qui requiert aussi des interventions minimales. Donc, dans le cadre de ce type d'aménagement-là, on va avoir des modifications au marquage de rue, on va mettre en place des balises, du mobilier urbain. Dans certains cas, on peut faire quelques réaménagements géométriques simples, par exemple, refaire un coin de trottoir, faire une plateforme d'autobus, etc. Sinon, on va aussi pouvoir faire des modifications aux différents équipements de feu et à la programmation de ces derniers. Un aménagement évolutif aussi, ça nous donne une flexibilité dans le sens que le projet peut être modifié facilement selon le retour d'expérience et les différents suivis terrain qu'on fait à la suite de l'implantation. On a aussi les aménagements permanents. Je ne vais pas m'attarder sur ces derniers, mais c'est ceux qui nécessitent justement une ouverture de rue ou des interventions géométriques plus importantes. Lorsqu'on aménage un CVC évolutif dans une rue existante comme sur la 3e Avenue Est,
On doit jongler avec plusieurs contraintes, dont notamment le cadre bâti, qui nous impose une largeur définie et limitée pour faire notre aménagement. Afin de justement faire ces liens cyclables-là sans avoir recours à faire des travaux majeurs, il faut travailler en fonction de l'emprise disponible. Plus souvent qu'autrement, on va travailler de trottoir à trottoir, comme vous pouvez voir sur l'image sur la diapositive. Encore une fois, je me répète, ça permet d'être flexible sur l'aménagement et pouvoir bonifier l'aménagement plus rapidement. Lorsque ce type d'axe-là est limité justement par l'emprise, on a une boîte à outils qu'on appelle où est-ce qu'on peut utiliser certaines de ces options-là pour créer plus d'espace pour permettre l'insertion du lien cyclable. Parmi celles-ci, on a retiré des espaces de stationnement, soit d'un ou des deux côtés de la rue, afin d'être en mesure de récupérer de l'espace. On peut mettre en place un sens unique selon la situation. Sinon, on réaffecte l'espace d'une voie de circulation banale ou d'une baie de virage. Et sinon, on peut mettre aussi en place des mesures d'apaisement de la circulation afin de permettre la cohabitation des cyclistes et des automobilistes sur le même lien, sur la même chaussée. Donc, si on entre un peu plus dans le vif du sujet, donc ce soir, comme mentionné précédemment, on vous présente le CVC évolutif de la 3e Avenue Est, qui va se situer entre le boulevard Henri Bourassa au sud jusqu'à la 79e rue Est au nord. Ce projet-là fait partie intégrante du grand axe, du grand corridor qui va relier le nord de Charlesbourg jusqu'au quartier Saint-Roch à terme d'ici 2034. Donc, notre projet qu'on vous présente ce soir est d'une longueur de 1,6 km. Ça va être un nouveau lien cyclable fonctionnel à l'année. Donc, vous pouvez le voir en bleu sur la cartographie disponible. De plus, on a mis en place une chaussée désignée temporaire au sud sur les 57e et 58e rue Est pour rejoindre le corridor des cheminots. Notre projet va aussi se connecter à différents réseaux cyclables réguliers, dont ceux de la 70e, 76e et 79e rue Est. Pourquoi on a mis en place une chaussée désignée temporaire sur la 57e et la 58e rue Est? C'est qu'à court terme, on avait une nécessité d'assurer temporairement une connexion avec le CVC sur la 4e Avenue Est, qui est déjà en place, qui permet ultimement à ceux qui vont emprunter la 3e Avenue Est d'avoir un cheminement vers le centre-ville de Québec. Tout comme mentionné précédemment, vu que ça fait quand même partie d'un cheminement CVC en situation hivernale, la chaussée désignée va être déneigée comme à l'actuel et le corridor des cheminots, celui-ci va être damé. Donc, il va y avoir un peu de cohabitation entre les cyclistes et les marcheurs, mais encore une fois, tout ça, c'est comme à l'actuel présentement. À moyen terme, il y a un autre projet qui est prévu afin de créer une connexion directe et permanente entre le CVC de la 3e Avenue Est et la 4e Avenue Est. Lorsque ce dernier va être réalisé dans les prochaines années, on va pouvoir retirer le lien temporaire sur la 57e et la 58e rue Est. Donc, tout comme David l'a mentionné en entrée de jeu, on ne fera pas un retour exhaustif sur toutes les données d'avant-projet, mais on va quand même vous en présenter quelques-unes juste pour vous expliquer un peu sur quel portrait on s'est basé pour réaliser notre avant-projet et finir à arriver à l'aménagement qu'on vous présente ce soir. Donc, premièrement, la 3e Avenue Est, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est une rue qui est très active humainement. On va retrouver des RPA, différentes écoles, des lieux de culte. On va avoir le patro où est-ce que l'été, il y a beaucoup de camps de jour. Il y a des accès aussi à partir de la 3e Avenue Est vers la polyvalente de Charlesbourg, l'Arpidrome, le Parc Saint-Jérôme, etc. Donc, on sait que c'est une rue qui est très vivante. Au niveau économique, on sait qu'il y a quelques commerces sur l'axe, notamment à l'intersection de la 64e rue Est. Ils sont pas mal tous concentrés à cet endroit-là. C'est face à l'église Saint-Jérôme. De plus, on a aussi du transport en commun qui passe sur l'axe. On a 6 parcours au total dans le nord. Donc, entre la 76e
rue et la 79e rue Est. On a 3 parcours, soit le 39, le 52 et le 59 qui vont passer. Et entre Henri Bourassa et la 76e rue Est, on va avoir le 36 et le 133 et le 136. Au total, on a 15 arrêts d'autobus sur le tronçon étudié. Puis, on sait qu'il y a une densité importante d'autobus. On peut même dire que c'est un hub de transport en commun dans le secteur à l'intersection de la 76e rue Est. Il est aussi à noter que je ne l'ai pas mis sur la carte, mais depuis cette année, il y a plusieurs stations à vélo aussi qui sont installées sur l'axe ou à proximité, notamment une au Cégep Limoilou, Charlebourg. Lorsqu'on fait notre avant-projet aussi, on regarde les autres planifications de la ville, donc par exemple la stratégie de sécurité routière. Sur cet axe, on a recensé entre 2013 et 2023 142 accidents, dont 5 qui incluaient au moins un piéton ou un cycliste. Et sinon, sur l'axe, on a identifié 5 sites, on peut dire avec un taux d'accidentologie soit plus grave ou plus fréquent. Puis pour nous, ça nous aide à aller déterminer quel type d'intervention qu'on va faire à différentes intersections. Donc, on peut voir qu'on a 3 intersections où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'accidents, mais la nature de l'accident est plus grave. Et il y a 2 sites où est-ce que ça accroche un petit peu plus, mais c'est des accidents de moins grande envergure. Dernièrement, comme David l'a mentionné, on vous a rencontré le 17 février dernier en atelier d'échange. Toutefois, au préalable, on a aussi fait une consultation citoyenne à l'écrit à l'aide d'un questionnaire en ligne sur les besoins de la rue en mobilité active. Ce questionnaire-là est en ligne du 2 décembre 2024 au 26 janvier 2025. Ce questionnaire-là avait des questions à choix de réponse. On avait aussi une question à réponse ouverte à la fin pour qui vous permettait d'émettre tous vos commentaires. Puis, on a aussi demandé aux citoyens de faire des choix entre différentes priorités d'aménagement sur la rue. Au total, on a eu 187 répondants à ce questionnaire, ce qui nous a alignés à faire des choix pour notre type d'aménagement qu'on vous présente ce soir. Tout comme David l'a mentionné, je vous invite à aller regarder sur le site de la participation citoyenne pour aller regarder les faits saillants de ce questionnaire-là qui est disponible en ligne en PDF. Sur ce, je vais passer la parole à mon collègue Constant qui va vous présenter les aménagements qui ont été retenus pour le projet. Merci. Merci Thomas. Donc, oui, on va commencer en fait par une revue, un retour sur les commentaires qu'on a reçus durant la séance, l'atelier d'échange du 17 février. Donc, on a pris en compte chacun de vos commentaires, puis on a pris action aussi dans le concept qu'on vous propose. Donc, on les passe ici, puis ensuite, on vous présente les aménagements retenus. Donc, si on commence par le premier commentaire ou la première inquiétude là, que vous nous avez fournie, c'était réduire le nombre et revoir le positionnement des îlots de déviation proposés pour apaiser la circulation et sécuriser les cyclistes. Donc, on en avait proposé 3 durant l'atelier d'échange. Ce qu'on fait, c'est, premièrement, l'îlot de déviation qui était situé à la 60e rue, on l'a repositionné à l'intersection de la 61e rue. Celui qui était à la 67e rue, on l'a retiré. Puis, celui qui était à la 71e rue, on le conserve. Donc, finalement, c'est ça, on passe de 3 à 2. L'autre commentaire était de sécuriser davantage l'intersection formée par la 3e avenue Est et la 76e rue Est. Ce qu'on vient faire dans le cadre du projet, qui est un projet évolutif, rappelons-le, c'est qu'on va venir bonifier le marquage à l'intersection. Donc, vraiment pour signifier la présence des usagers et puis des piétons et des cyclistes dans l'intersection. Donc, vraiment, sécuriser cet endroit-là. Il y a aussi la possibilité, dans le futur, là, de venir faire une bonification de l'intersection, par exemple, en faisant une intersection surélevée. Donc, vraiment venir sécuriser davantage les piétons qui traversent l'intersection en la surélevant. Mais comme on est dans un projet évolutif, pour cette année, on y va avec du marquage seulement, puis on va regarder, on va monitorer comment ça se passe au niveau de la sécurité. Il y avait aussi l'ajout d'arrêts obligatoires aux intersections dangereuses. Vous avez signifié durant cet atelier-là qu'il y avait beaucoup de trafic de transit et que peu d'arrêts. Donc, ce qu'on vient faire, nous, dans notre proposition, c'est d'ajouter des arrêts obligatoires à chaque approche des intersections de la 71e rue,
et de la 61e rue. Donc, qui sont nos intersections avec déviation de la circulation. Puis ça, c'est pour faciliter et sécuriser les mouvements entre les usagers. Vous aviez demandé à sécuriser les passages pour personnes. Donc, il y a de tels passages, là, on en a à la 74e et à la 77e rue. Ce qu'on vient faire à ces endroits-là, c'est vraiment bonifier, encore une fois, la signalisation et le marquage pour signifier la présence des piétons, puis sécuriser davantage à ce niveau-là. Il y a aussi, dans le cadre du concept, là, une diminution attendue des débits automobiles et des vitesses pratiquées sur la 3e avenue Est. Donc, juste ça, c'est qui est un impact collatéral là, de la mise en place des déviations, va venir beaucoup diminuer la circulation et la vitesse et sécuriser les personnes qui désirent traverser la 3e avenue. Finalement, la sécurisation de l'intersection entre Henri Bourassa et la 3e avenue Est, c'était une de vos inquiétudes aussi. Ce qu'on vient faire, c'est la mise en place de marquage vert pour vraiment mettre en évidence les cyclistes. On vient aussi bonifier le marquage pour piétons. Il va y avoir l'ajout de blocs butoirs à l'intersection pour sécuriser aussi les cyclistes qui sont en attente à l'intersection. Donc, tout de suite dans le bas de la côte, là, à l'intersection, il y a des blocs butoirs qui vont vraiment séparer le cycliste de la circulation automobile. Puis ensuite, il y a l'interdiction du virage à droite au feu rouge à chaque approche. Donc, il n'y aura plus de possibilité de se faire rappeler par un automobiliste qui pourrait tourner à droite durant qu'on attend. Donc, tout ça nous amène à vous présenter l'aménagement retenu. Les principales interventions qu'on vient faire, c'est premièrement l'ajout d'une piste cyclable unidirectionnelle, sécuritaire, 4 saisons, dont la largeur permet le dépassement ou l'accompagnement en rive sur la 3e avenue Est. C'est les tronçons que vous voyez en bleu sur l'image de droite, donc au nord, puis au sud. Il y a aussi la mise en place d'une vélorue entre la 61e rue et la 71e rue. On va vous présenter un petit peu plus bas c'est quoi une vélorue. On va procéder à l'installation de 2 îlots de déviation de la circulation aux intersections de la 71 et de la 61e rue dans le but d'apaiser la circulation de transit et de faciliter la cohabitation entre les différents usagers de l'espace. On va venir aussi ajouter du marquage vert aux intersections, aux entrées jarretières achalandées pour, encore une fois, signifier et rendre la présence des cyclistes plus... attirer l'attention, en fait, des gens sur la présence des cyclistes. On va procéder à un repartage de l'espace sur la chaussée actuelle en raison de l'emprise disponible. Donc, comme mon collègue Thomas vous l'a dit, on est en projet évolutif. On ne peut pas aller élargir la rue, mais dans l'espace qu'on a actuellement, on va venir repartager pour donner un petit peu plus d'espace aux usagers de la route et actifs. On va aussi procéder à un ajustement de la programmation des feux de circulation pour les piétons, pour les cyclistes et aussi pour la circulation, pour fluidifier le tout, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'impact collatéraux sur la circulation et ajouter, comme on l'a écrit, là, du temps pour les piétons et sécuriser la traversée. Ensuite, dernier point, on va procéder à du repavage à neuf sur la chaussée sur une partie du projet, donc entre la 63e rue et la 68e rue Est. Pardon. Pourquoi 2 aménagements différents sur la même rue? Vous pouvez vous poser la question. La première, en fait, c'est que dans la partie nord, entre la 71e et la 79e, il y a une concentration importante de circulation du RTC, puis de circulation automobile dans le quartier. C'est l'accès aux grosses institutions que sont l'Arpidrome, l'école secondaire, le cégep dans le secteur. Il y a aussi beaucoup de trajets du RTC, comme on vous l'a présenté plus tôt. Donc, cette section-là demandait qu'on conserve l'accès à ces différentes institutions-là et l'accès aussi pour les autobus du RTC. On vient les faciliter en mettant des pistes cyclables unidirectionnelles. Dans la section centrale, on se trouve donc entre la 61e et la 71e rue. On se trouve dans un secteur qui est résidentiel, où est-ce que la Ville souhaite mettre en place des mesures d'apaisement de la circulation et de la vitesse. C'est aussi à votre demande. On a écouté vos commentaires. Puis, le gros de cette circulation-là est de la circulation de transit. Donc, ce qu'on vient faire, c'est aussi... donc, on fait ça par l'ajout des déviateurs. On vient sécuriser le cheminement des piétons vers les différents équipements de loisirs de la ville à l'intérieur du quartier. Thomas vous l'a aussi présenté, il y a l'école secondaire, l'église, l'école de musique qui sont dans ce secteur-là. En réduisant la circulation, on vient faciliter le passage dans le quartier pour l'accès à ces endroits-là. Puis,
Étant donné que l'emprise est un petit peu plus étroite dans ces endroits-là, ça ne permettait pas l'insertion de pistes unidirectionnelles et le maintien simultané du double sens de circulation en toute saison. Donc, on le sait, les CVC sont aussi déneigés l'hiver. C'est ce qui ne permettait pas l'implantation. Ensuite, dans le sud, dans la section entre la 61e rue et le boulevard Henri Bourassa, on se trouve dans un secteur où est-ce que la topographie est forte, il y a une grosse pente. C'était nécessaire à cet endroit-là de sécuriser les cyclistes parce que quand on est en montée dans une forte pente, c'est sûr que la vitesse est moindre, puis on ne voulait pas non plus que les cyclistes se retrouvent dans la même voie que la circulation automobile pour éviter les conflits à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'une piste unidirectionnelle? Ce qu'on retrouve dans la partie nord et la partie sud, ce sont des pistes qui sont assez larges pour être déneigées et pour permettre l'accompagnement. Donc, vraiment, un parent peut circuler côte à côte avec son enfant. On a suffisamment d'espace pour ça. Ça permet aussi le dépassement. Si quelqu'un va plus vite, s'il y a des vélos électriques, on sait qu'on est en secteur avec une pente. On donne assez une bonne largeur pour que les cyclistes puissent se dépasser l'un l'autre sans créer de conflit. Ensuite, on vient protéger cette piste-là par une zone tampon et par des balises réfléchissantes. Donc, on apporte aussi une verticalité. Ça apporte un sentiment de sécurité aux cyclistes. Puis aussi, avec la zone tampon, on éloigne un petit peu la circulation automobile des usagers. C'est une piste aussi où est-ce qu'on implante c'est une piste qui est implantée dans le secteur où la circulation automobile ou la topographie ont une incidence sur le confort du cycliste. Donc, c'est pour ça aussi qu'on vient procéder à ces aménagements-là. Puis finalement, il y a des arrêts du RTC sur ces tronçons-là, mais on vient procéder à des ouvertures dans la piste pour que les autobus puissent quand même s'insérer. Donc, vous voyez sur l'image des balises verticales, mais où est-ce qu'on a des arrêts d'autobus, il n'y aura pas de ce type de balises. Pour ce qui est d'une vélorue, donc l'aménagement entre la 61e, excusez, il y a une petite erreur ici, entre la 61e et la 71e rue, la vélorue est un aménagement où est-ce que c'est une rue, où est-ce que la vitesse est faible et où est-ce qu'on a un faible débit de circulation motorisée et où les cyclistes sont les usagers prédominants. Donc, on vient apaiser la circulation pour permettre un confort cycliste et piétonnier dans ces endroits-là. Les cyclistes peuvent circuler au centre de la voie et ils peuvent être accompagnés, peuvent être côte à côte. Ils ont tout le loisir d'utiliser la chaussée comme bon leur semble. On vient réduire la limite de vitesse à 30 km/h dans les sections en vélorue. Donc, encore une fois, ça permet une circulation apaisée, puis un petit peu plus de confort pour les usagers, les cyclistes. Finalement, la circulation des autobus dans une vélorue et des camions est interdite. Donc, les poids lourds ne peuvent pas circuler sur une vélorue. Vous êtes au courant, il y a un parcours du RTC sur le tronçon, donc on va vous en parler un petit peu plus bas. Donc, finalement, comme aménagement, on en a parlé un peu plus tôt, on va implanter des îlots de déviation de la circulation. Qu'est-ce que c'est ça? Vous avez une image à droite, là, un exemple dans la ville de Québec, où est-ce qu'il y a d'autres aménagements de la sorte. Et ici, on a une image de la rue Père-Marquette. C'est une mesure utilisée en fait, on vient obstruer diagonalement la rue, puis ce qui force la circulation qui était en direction tout droite à se diriger vers une autre direction, vers une rue transversale. Puis, en fait, ça, à terme, c'est sûr qu'au début, les automobilistes se butent à ce genre de déviation-là, puis sont déviés dans les rues locales, mais par la suite, ils vont utiliser un autre parcours pour se rendre à destination. Donc, c'est une mesure d'apaisement de la circulation dans les rues résidentielles qui vise à rediriger le transit automobile tout en maintenant la connectivité locale pour les résidents, les piétons et les cyclistes. Vous voyez, il y a des ouvertures dans la déviation, donc les cyclistes peuvent circuler, les piétons aussi peuvent circuler normalement. C'est vraiment la circulation motorisée qui est déviée. Ça diminue l'attractivité d'utiliser la 3e avenue Est comme voie de transit dans le quartier afin d'éviter le boulevard Henri Bourassa. Puis ça répond aussi à une demande citoyenne qui était d'apaiser la circulation de transit et les vitesses pratiquées dans le secteur résidentiel. On va le voir plus bas, mais les automobilistes devraient à terme se rediriger vers l'artère locale, qui est Henri Bourassa, puis laisser le secteur de la 3e avenue plus apaisé. Ça apporte avec une réduction du transit, évidemment, une réduction du bruit, une réduction de la vitesse aussi, et qui est liée à la circulation, et ça augmente aussi le sentiment de sécurité et la qualité de vie des résidents riverains. La circulation dans le quartier va se retrouver à être de la circulation locale,
donc beaucoup plus apaisé. Puis ça augmente la sécurité des usagers et des modes actifs et ça facilite la cohabitation des différents modes dans le secteur. Ici, on vous présente des rendus visuels des différents aménagements sur le long de la 3e avenue. Donc, on se trouve ici à l'intersection de la 76e rue. C'est l'intersection qu'on voit au centre de l'image. Puis, on regarde en direction sud sur la 3e avenue, donc juste à l'entrée du cégep. Vous voyez, en fait, je pense qu'on peut changer de diapositive, Thomas. On vient identifier les différents aménagements. Le trottoir qui reste en place, la piste cyclable sécurisée avec la zone tampon et les balises sur le côté. Une voie de circulation dans chaque direction, ce qui est actuellement le cas aussi sur la 3e avenue Est. Vous voyez aussi vers le centre de l'image les balises qui viennent apporter la verticalité puis la sécurité aux cyclistes. Le marquage vert au centre de l'intersection pour signifier la présence des cyclistes et la bonification du marquage piéton aussi. Ici, on se trouve en secteur Vélo-rue, donc à l'intersection de la 68e rue. On regarde encore vers le sud. Puis, ce que vous voyez, en fait, c'est la cohabitation des cyclistes et des automobilistes. Le stationnement sur rue continue d'être possible et les cyclistes circulent dans la chaussée avec la circulation où est-ce que la vitesse est réduite aussi à 30 km/h, rappelons-le. Vous avez encore une fois le trottoir, le stationnement et la vélorue qui sont présentés. Puis, on termine ici à l'intersection de la 61e rue. On regarde encore une fois vers le sud, puis ce qu'on voit ici, c'est un aménagement d'une déviation. Donc, la circulation cycliste est encore possible en nord-sud, circulation piétonne aussi. Les voies de circulation sont déviées. Ici, vous voyez, un véhicule qui se dirigerait vers le sud serait dévié vers l'est, donc devrait effectuer son virage comme on voit, vers l'est, et un véhicule qui se dirigerait vers l'est devrait obligatoirement tourner vers le nord. Même scénario côté sud et ouest. Puis, ce qu'on voit aussi, c'est que la déviation, on va venir l'embellir, on va venir mettre un aménagement qui est agréable pour les citoyens aussi. Donc, c'est des bacs à fleurs qui vont être positionnés à cet endroit-là. Finalement, l'intersection Henri Bourassa, 3e avenue Est, vous l'aviez signifié lors de l'atelier d'échange, vous vouliez une bonification de la sécurité à cet endroit-là. On vous présente une vue, un rendu visuel de à quoi ça va ressembler dans le futur. Vous voyez les bandes cyclables côté droit de la photo, là, les bandes cyclables qui montent vers la 3e avenue. Vous voyez, je ne sais pas si c'est bien visible pour vous, mais il y a les blocs butoirs qui protègent les cyclistes à l'approche de l'intersection dans le bas de la pente. Vous voyez aussi les blocs, le marquage vert pour effectuer la traversée entre la chaussée désignée qui va vers la 57e rue et la 3e avenue, le marquage piéton qui est bonifié. Et comme on vous l'a dit, on va aussi revoir les feux de circulation à cet endroit-là pour venir apporter davantage de confort aux usagers. Si on regarde les avantages et les impacts appréhendés du scénario qu'on vous présente ce soir, on les liste ici. Principaux avantages, c'est que, premièrement, on ajoute un lien cyclable 4 saisons qui est sécurisé. Actuellement, c'est des bandes non sécurisées sur la 3e avenue, donc on vient vraiment bonifier cet aménagement-là, puis on le rend en 4 saisons. On vient améliorer la sécurité et le confort des piétons sur les trottoirs. On vient faire une meilleure intégration des besoins des transports actifs dans la programmation des feux de circulation. Une amélioration de la sécurité globale sur la 3e avenue Est. Une diminution de la circulation de transit et de la vitesse sur la 3e avenue Est. On vient améliorer la visibilité des cyclistes et des piétons aussi avec la bonification du marquage aux différentes intersections. On vient aussi améliorer le confort des automobilistes et des cyclistes. Premièrement, avec la réfection du pavage entre la 63e rue et la 68e rue. Et finalement, le maintien de l'accessibilité universelle aux arrêts d'autobus avec la présence du lien cyclable. Comme on vous l'a dit, les autobus en fait, vont continuer de desservir les arrêts dans les secteurs en bande cyclable. Puis, pour les secteurs en vélorue, on va vous présenter plus bas le nouveau scénario. Finalement, on vous fait un petit rappel ici. Les véhicules qui transportent des personnes qui vivent avec un handicap peuvent toujours se mobiliser dans un lien cyclable. Donc, que ce soit la STAC, le taxi, ou les autobus peuvent se stationner, c'est les seuls véhicules qui peuvent se stationner dans le lien cyclable pour la durée où est-ce qu'ils doivent
embarquer ou débarquer la personne à mobilité réduite. Puis, ça reste permis, même dans ce scénario-ci. Les points qui sont en gras, on les prend un par un, puis on les décortique là, dans les prochaines diapos. Donc, pour ce qui est de l'amélioration de la sécurité et du confort piéton, c'est sûr qu'en venant élargir la piste cyclable, en rajoutant une zone tampon, on vient éloigner les véhicules des piétons. Donc, ce qui vient avec ça, c'est évidemment une diminution du bruit, une diminution de la poussière, une diminution des éclaboussures. On le sait en hiver, quand il y a de la slush, les véhicules éclaboussent, puis c'est pas plaisant de marcher. Avec ça, on les éloigne, donc ça peut quand même réduire ces désagréments-là. Puis, dans les secteurs apaisés par les déviations, évidemment, il y a beaucoup moins de circulation, donc le bruit diminue, la vitesse aussi, puis on vient améliorer le confort des piétons sur l'axe. Pour ce qui est de la diminution de la circulation de transit sur la 3e avenue Est, les déviations vont empêcher le transit en nord-sud sur tout le long de la 3e avenue Est. Donc, on va reporter le trafic de transit sur Henri Bourassa. Donc, ceux qui utilisaient la 3e avenue Est comme un raccourci ne pourront plus l'utiliser. Soit ils se reportent sur Henri Bourassa, ou est-ce qu'on va permettre la circulation fluide, excusez-moi, ou soit, sinon, ils doivent zigzaguer dans le quartier, puis ça ne sera vraiment pas le plus efficace. La diminution générale des débits automobiles est attendue aussi sur la 3e avenue Est, notamment au sud de la 76e rue, encore une fois, vu les déviations. Donc, ce qui va rester, c'est la circulation locale, puis cette circulation locale-là, pour vous rendre à vos domiciles, ne sera pas beaucoup entravée parce que vous ne faites pas en fait, la plupart d'entre vous ne font pas toute la 3e avenue Est pour se rendre chez vous. Vous vous rendez dans une rue locale du quartier, puis vous voyez les flèches oranges sur l'image de droite vous permettent tout l'accès au quartier continue d'être possible. La diminution de la vitesse automobile pratiquée sur l'axe aussi. Encore une fois, il y avait plusieurs plaintes successives des citoyens par rapport à la vitesse excessive des véhicules en transit, entre autres. On le sait, des véhicules qui sont dans leur quartier, la circulation locale, c'est souvent moins, ça pratique souvent moins des excès de vitesse que des véhicules qui sont juste de passage. L'accessibilité est conservée, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, mais aussi autant en direction nord, l'accessibilité se fait en virage à droite facilement, qu'en direction sud. Vous voyez, il y a un feu de circulation à la 70e rue, à la 76e, à la 64e. Ces feux de circulation-là ne donnent pas directement sur les déviations. Donc, vraiment, quand vous êtes en direction sud, vous voulez effectuer un virage à gauche pour vous rendre dans le quartier, vous pouvez aller utiliser les feux de circulation de ces intersections-là sécuritairement, puis vous n'allez pas vous buter sur une déviation sur la 3e avenue. Puis finalement, la circulation du transport en commun est conservée à l'actuel au nord de la 76e rue. Comme on vous l'a dit, il y a un gros hub dans cet endroit-là, autant de transport en commun que d'institutions. Donc, tout ce secteur-là au nord de la 76e rue n'est pas touché par nos aménagements. Puis, on conserve l'accessibilité au cégep. Pour ce qui est des impacts appréhendés sur les rues avoisinantes, c'est sûr que on peut questionner ça. Le réacheminement de la circulation et l'augmentation des débits va se faire sur Henri Bourassa en grande partie. Comme je vous l'ai dit précédemment, quelqu'un qui décide de zigzaguer dans le quartier, ce ne sera pas confortable, puis ça va être moins rapide et moins efficace. Pour ce qui est des rues avoisinantes des déviations, c'est certain qu'il peut y avoir une augmentation temporaire des débits. Donc, tout ce qui se trouve autour de la 71e et de la 61e rue pourrait voir temporairement une augmentation des débits parce que dès la mise en place des déviations, certaines personnes ne seront pas au courant qu'il y a des déviations à ces endroits-là, puis vont devoir suivre les déviations puis être déportés sur d'autres rues. Donc, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il y a des déviations puis que ces gens-là puissent réadopter un nouveau parcours. Les mesures d'atténuation qu'on propose pour éviter le plus possible ces désagréments-là, premièrement, c'est la modification au temps de feu sur Henri Bourassa. On sait qu'on déporte des débits sur Henri Bourassa. On sait que c'est une artère qui est déjà beaucoup sollicitée. On vient vraiment optimiser les feux sur cet axe-là pour faciliter en heure de pointe la circulation. Puis ça, on peut le faire à l'aide d'un logiciel de simulation. Donc, avec lequel on mesure les impacts, on mesure les débits réels, on vient mesurer
où est-ce que ça coince, puis on vient ajuster les programmations des feux pour s'assurer qu'on optimise au maximum, puis qu'on réduit les impacts à ce niveau-là. Donc, vraiment, on vient modifier les feux à l'aide de ce logiciel-là. Il y a la mise en place de panneaux à messages variables. Donc, pour éviter justement que des gens circulent dans le quartier puis se butent sur les déviations puis soient obligés d'utiliser une autre route, on va venir mettre en place des panneaux à messages variables dans les premières semaines de mise en place et aussi à la rentrée scolaire pour aviser qu'il y a des déviations maintenant sur la 3e avenue Est et que la circulation de transit n'est plus possible. Donc, déjà, dès l'entrée du quartier, les gens vont avoir ces messages-là, puis vont le voir une fois, puis ils devraient par la suite utiliser un nouveau parcours. Finalement, on le rappelle encore, c'est un projet évolutif, donc on les monitore, nos projets, puis les projets évolutifs viennent avec une certaine flexibilité. Donc, on va faire de l'observation terrain tout le long de l'année. On va suivre ce qui se passe, on va observer, puis s'il faut qu'on aille faire des interventions, ou s'il faut qu'on apporte des mesures correctives, on va y aller, puis ça va être fait rapidement. Puis finalement, pour ce qui est des parcours d'autobus, c'est sûr que la présence des îlots de déviation et de la mise en place d'une vélorue vient avec l'interdiction des véhicules du RTC de circuler, donc entre la 61e et la 71e rue. Puis aussi, un autre impact qui pourrait être appréhendé, c'est la cohabitation entre les cyclistes et les autobus du RTC dans les sections à bande cyclable. Premièrement, on va tout de suite parler de ce deuxième point-là. La cohabitation va être la même qu'à l'actuel. Les autobus vont continuer d'effectuer leurs arrêts dans les bandes cyclables comme actuellement. Il n'y aura pas, sur une certaine distance, il n'y aura pas de ces bolards verticaux là, comme on voit sur l'image. Puis l'autobus s'accoste sur le trottoir et effectue son arrêt comme actuellement. Pour ce qui est de l'interdiction de circuler finalement sur la vélorue, on a été, dès le début du projet, en collaboration étroite avec les RTC. On est allé faire des visites de terrain avec eux, on a testé les nouveaux parcours, on a testé les déviations. Puis, on a aussi fait le suivi avec eux pour les suivis des données d'achalandage et des temps de parcours. Puis, on est encore en contact avec eux finalement. Puis, ce qu'on vient vous proposer, notre collègue Charles du RTC va vous en parler dans la prochaine diapositive, c'est une mesure d'atténuation. Oui, merci Constant pour le petit mot d'introduction. Fait que je viens faire un petit topo du RTC. Là, on était en étroite collaboration avec l'équipe de la ville tout au long du projet. Fait que ce qu'on vous présente aujourd'hui, on l'espère, on est assez satisfait. C'est quelque chose qui vient vraiment mitiger les impacts. Puis on est vraiment, tout au long du processus, l'idée était vraiment de minimiser l'impact du TC. Je veux vous rassurer d'un premier temps, j'en parle pas beaucoup dans les slides, mais juste considérer que tout ce qui est en amont, là, au nord, en fait, de la 71e, là où est-ce qu'on a le premier bollard, ben, les parcours ne sont pas modifiés. Fait que déjà là, c'était une très bonne nouvelle pour nous autres puis les usagers. Fait que les parcours comme le 32, le 52, le 59, là, ceux qui passent devant le cégep, sont inchangés, sont intouchés. On a réussi à avoir quelque chose de bien dans ce projet-là, de ce côté-ci. Effectivement, les implantations, les bollards, là, la 61e puis la 71e, font en sorte que pour nous, pour nos parcours bus, il y avait entre autres deux familles de parcours qui est impossible pour nous de continuer dans la desserte actuelle. La première famille, c'est les parcours 133 et 136 que vous voyez sous la carte. C'est des parcours qu'on appelle à la maison, là, des parcours à arrêt limité, là, sont peut-être un peu méconnus du public, mais je peux vous l'imaginer un peu à l'image des express. C'est des parcours qui sont unidirectionnels seulement en pointe. On a à peu près 5 départs par jour, mettons en direction sud vers la colline parlementaire dans ces cas-ci. Puis à l'opposé, en pointe du soir, c'est 5 à 6 voyages qui partent de la colline puis qui remontent vers Charlesbourg. Ces parcours-là sont vraiment axés sur l'efficacité, un peu comme des express. Ils ne vont pas tous desservir les arrêts. En fait, leur but étant de compétitionner un peu plus l'auto puis de rendre rapidement sur des lieux d'emploi. Fait que dans ce cas-ci, ce qu'on vous propose, vous voyez dans la carte de gauche, c'est le tracé actuel. On peut rester, Thomas, que je vais juste le montrer encore un peu. Mais puis à droite, c'est le tracé proposé. On va le traiter en 2 temps, mais à gauche, vous voyez actuellement. Puis à droite, on vient linéariser là, en fait, le tracé. Il partait au sud, puis en fait, il se destinait au nord sur Henri Bourassa. On vient juste, grosso modo, le rectiligniser, ce qui faisait bien du sens dans notre tête au RTC, qui aurait même d'ailleurs pu être fait sans même le projet de CVC, mais c'était une certaine occasion de linéariser si on veut. On peut passer à la suivante, un peu pour détailler les 2 autres points. Ce que vous voyez sur la carte de gauche, c'est la desserte actuelle avec les arrêts présentement comme ils le sont actuellement pour ces 2 parcours-là. Là, on voit le 133, mais le 136 fait la même chose, c'est juste qu'il tourne à l'est au nord.
Puis à droite, vous voyez la desserte projetée. Fait que les arrêts existants sont encore en vert, puis on vient greffer les nouveaux arrêts que vous voyez en jaune. Gardez en tête qu'en fait, le terminus Charlebourg était déjà desservi. Là, on ajoute en fait les arrêts la 64e rue et la 57e rue. C'est des arrêts qui n'existaient pas, qu'on va ajouter pour la suite à la modification. En fait, c'est grosso modo, on n'avait pas tant d'options que ça, mais c'est les arrêts où est-ce qu'il y a des feux piétons. C'est là que logiquement, on devait ajouter nos arrêts. Tandis que ceux de la 70e, 76e rue existent déjà, sont desservis entre autres par notre métrobus. Puis à titre informatif, là, ce que vous voyez entre les arrêts jaunes et verts, c'est à peu près, grosso modo, en moyenne, une distance d'arrêt, un déplacement d'à peu près 250 mètres vers l'est. Donc, quelque chose qui reste raisonnable. Puis à titre informatif, je ne veux pas aller trop dans les détails là-dedans, là, mais on a analysé plusieurs affaires, dont la desserte. Ce que vous voyez, les petites couleurs en arrière, c'est grosso modo les bassins de desserte à 600 mètres que nous, au RTC, on juge être une couverture locale qui répond aux besoins. Fait qu'on voit que sensiblement, c'est sensiblement la même chose. C'est le même nombre de personnes à des virgules près qui sont desservies là-dedans. Donc voilà, ça, c'était notre premier groupe. On peut peut-être passer au suivant, qui est peut-être un peu plus intéressant ou qui va être un petit peu plus modifié dans ce cas-ci. Fait que ce que vous voyez, c'est le parcours locaux, fait que le 36, puis son couche-tard, le 936, qui passe seulement la nuit, la fin de semaine, puis le vendredi soir. Fait que lui, c'est un parcours qui était un petit peu plus, en tout cas, qu'on voulait un peu plus travailler de notre côté, puis avec l'équipe CVC aussi, mais particulièrement à côté de la ville. Contrairement au parcours qu'on vient de vous montrer, qui était une desserte, efficacité et tout ça. Eux, c'est des parcours locaux qui se veulent un petit peu plus run de lait, là, ce qu'on entendait dans le temps, mais avec des arrêts plus de proximité qui permettent vraiment d'aller chercher un bassin le plus large possible. Fait que nous, c'était important de continuer de desservir l'est du quartier. Ne pouvant plus circuler sur la 3e avenue avec les deux déviations, bon, on n'a pas eu le choix, on avait deux choix. Autrement dit, est-ce qu'on se tasse vers l'ouest comme le cas des pales, mais ce n'est pas l'option qu'on a choisie. On a vraiment travaillé fort pour maximiser la desserte. Fait qu'on a travaillé avec quelque chose qui s'éloignait le moins possible de la desserte actuelle. Donc, c'est ce que vous avez à droite, c'est la 4e avenue qui a été choisie comme axe nord-sud principal. La trame de Bru au nord de la 68e étant un peu perméable, ça a été plus difficile. On ne pouvait pas tirer un trait tout du long. Fait qu'il a fallu aller un petit peu plus à l'ouest. Mais c'était un contre-coup qu'on trouvait intéressant de toute façon pour aller chercher vraiment une belle gamme de population dans ce coin-là. Là, on pourrait y revenir si vous avez des questions plus tard. Mais grosso modo, c'est ce qui a été choisi. On faut garder en tête que oui, on a la desserte dans ce cas-là, mais on a plusieurs autres variantes comme l'efficacité, la rapidité qu'on voulait maximiser, mais aussi la sécurité. Fait que les nouveaux arrêts qui sont implantés, c'est important qu'ils soient sur des trottoirs accessibles, qu'il y ait des trottoirs de un, ce qui n'est pas le cas nécessairement des deux côtés des autres, de la 6e puis de la 7e avenue. Fait que c'est un petit peu penché dans la balance. On voulait que ce soit déneigé à l'année. Il fallait que nos manœuvres soient faisables avec des véhicules des 40 pieds qu'on appelle. Fait qu'on est sorti comme Constant le disait, on est sorti sur le terrain. Il y a des manœuvres qui étaient plus compliquées que d'autres, la sécurité routière était avec nous. Fait qu'il y a des options qui se sont tassées, mais je vous dirais que qu'on vous présente, c'était vraiment un de nos scénarios optimaux, point de vue maintien de la desserte, puis minimiser les impacts pour les citoyens, les utilisateurs. On est assez fiers de ce que ça a donné. Il y avait aussi des petits enjeux par rapport à la capacité portante, tout ça, mais bref, voilà. Fait que c'est ce qu'on vous donne. On peut passer peut-être à la slide suivante. Ouais, c'est un peu la même chose, la même recette que je vous ai montré tout à l'heure. Là, on a vraiment un gain de desserte. Là, on va chercher plusieurs centaines de ménages supplémentaires. C'est sûr qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Vous allez comprendre que le détour qu'on impose quand même, c'est peut-être en moyenne, je pense, c'est 3 minutes de parcours supplémentaire pour les usagers. Mais on va chercher des gens qu'autrement, on aurait peut-être perdu, ou en tout cas, même on a un nouvel bassin de desserte potentiel pour ces gens-là. Fait qu'on est assez fiers. Puis en moyenne, là, en fait, les arrêts en verre existants, les gens qui montaient ou descendaient à ces arrêts-là, vont devoir marcher potentiellement un 250 mètres de plus ou de moins. En même temps, il faut toujours mettre des petits guillemets entre ça. On ne sait pas les gens qui montaient, est-ce qu'ils venaient de l'est du quartier. Dans ce cas-là, eux autres seraient peut-être avantagés avec un arrêt plus proche. S'ils venaient par contre de l'ouest, l'autre bord d'Henri Bourassa, eux seraient une distance supplémentaire. Mais on peut penser que ce genre de parcours-là local, d'après moi, les montées se faisaient plus du côté de l'est du quartier, l'est du quartier, dis-je bien. Fait que, encore là, je pense qu'on peut minimiser un peu cet impact-là. Voilà pour moi. Super, merci Charles. Donc, je vais reprendre la parole pour vous présenter les prochaines étapes qui s'en viennent. Donc, comme mentionné, on a réalisé l'atelier d'échange le 17 février dernier. Ce soir, séance d'information citoyenne. Donc, on va pouvoir vous présenter l'échéancier de mise en place du projet évolutif. Donc, dès cette semaine, une petite intervention va avoir lieu à l'intersection d'Henri Bourassa et de la 3e avenue Est, où est-ce qu'on va retirer le petit musoir avec
le petit îlot avec un poteau lumineux dessus. Donc ça va commencer, le démantèlement va commencer dès demain. Donc ça, c'est le petit point en vert sur la carte. Ensuite, la plus grande partie du projet va être réalisée au mois de juin. Donc, tout ce qui est en bleu, donc entre la 68e et la 79e rue, et entre Henri Bourassa et la 63e rue Est, tout devrait être réalisé au cours du mois de juin. Et aussi, sans vouloir l'oublier, la petite partie en chaussée désignée au sud, là, sur la 58e rue Est, va être réalisée. Ça, c'est les travaux de marquage et de signalisation. Au mois de juillet, nos équipes vont procéder aux travaux de planage et de pavage, donc à la première semaine de juillet. Puis ça, c'est la petite section que vous pouvez voir en orange. Suite à ça, cette section-là va être marquée et signalisée à la suite des travaux. Donc, d'ici le mois de juillet, une partie du projet va être cyclable. Et ensuite, le projet, on va le considérer comme terminé, on va dire à la mi-juillet, peut-être début du mois d'août, tout dépendant, encore une fois, de la météo qui peut impacter nos travaux. À la suite de la mise en place de ce projet-là, nous, on a une bonne phase de suivi où est-ce qu'on s'assure d'aller faire des visites terrain récurrentes, de discuter avec les citoyens. On a un puits où est-ce que lorsqu'il y a des demandes qui sont faites au 3-1, on y répond, on collige tout ça et ensuite on peut faire on continue à travailler sur le projet même lorsqu'il est terminé, dans le fond, c'est un peu ça que je veux dire. Puis ça, toutes ces informations-là que vous, les citoyens, vous nous partagez, peuvent servir à des bonifications subséquentes. Puis on le dit souvent, puis je veux le réitérer encore une fois, c'est un projet qui est évolutif. Donc pour nous, on peut toujours aller faire des modifications et aller faire des bonifications à nos projets. Donc, on est rendu à la période d'échange, Christina, si tu veux continuer si tu veux repasser à l'animation. Puis, je Tout tiens à aussi à fait. vous remercier. Je veux juste remercier tout le monde pour l'écoute. On a travaillé vraiment fort sur ce projet et on est bien fiers de vous présenter ça ce soir. Donc, posez-nous vos questions, on est là. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Alors, je tiens à vous dire, j'ai publié le lien dans l'outil QAR. Donc, la présentation est déjà en ligne et l'enregistrement le sera demain. Donc, pour la période d'échange, ce qu'on vous propose, donc, c'est principalement d'utiliser l'outil QAR, de nous mettre votre question par écrit. Puis comme ça, on la garde aussi dans notre historique. Donc, vous pouvez utiliser le QAR. Sinon, vous pouvez lever la main, donc l'outil lever la main. Et après, je vais vous donner la parole. Je vais vous permettre d'ouvrir micro, caméra si vous souhaitez, si vous préférez de poser votre question de vive voix. Je vois qu'il y a quelqu'un par téléphone, donc c'est possible également de poser une question. Donc, avec étoile 5, vous pouvez lever la main. Puis, avec étoile 6, vous pouvez activer votre micro. Donc, si jamais la personne par téléphone souhaite participer, étoile 5 pour lever et baisser la main et étoile 6 pour activer, désactiver le micro. Alors, sans plus tarder, donc, ma collègue Ryan va m'accompagner pour lire des questions. Est-ce qu'on a déjà des questions dans les questions écrites? Moi, Pas j'en vois encore. aucune pour le moment. Ah, Ah, je il y crois en que je a viens d'en une, oui. voir une nouvelle. Est-ce que je la lis ou je te la Oui, laisse la lire pour oui, celle-ci? oui, tu peux la lire, merci. Parfait. Donc, je vais d'abord la publier. Donc, on a Antoine Rousseau qui demande, est-ce qu'il y a une raison pour ne pas avoir prolongé les pistes cyclables jusqu'au coin de Louis XIV de la 3e avenue Est, coin également dangereux et où beaucoup d'automobilistes tournent sur la 3e pour prendre la 76 ou la 79 ensuite. Donc, le stop de la 79 est aussi très dangereux. Je peux y aller. En fait, la raison pour ça, c'est que
on l'a vu, c'est une partie d'un plus long corridor là, où ce projet-là vient s'implanter. Puis quand on choisit les limites des projets, actuellement, on essaye de se connecter à des liens cyclables existants. Donc vraiment pour que le parcours des cyclistes soit continu, pas vous arrêter là, à un endroit où vous n'avez plus d'endroit où aller ou un endroit non sécurisé. Donc, vraiment, là, sur la 79e rue Est, il y a un lien cyclable. Puis, quand on va poursuivre vers le nord, on va faire une autre connexion avec d'autres liens cyclables. Donc, c'est un peu comme ça qu'on procède. Il y a aussi, on vous les a présentés, là, la connexion au sud sur la 57e et le corridor des cheminots, puis sur les autres liens du quartier. Mais c'est ça, les limites sont déterminées aussi par des liens cyclables parce que les cyclistes peuvent continuer de se diriger par la suite. Je vois qu'il y a une deuxième partie à la question. Là. Le stop à la 79e, on ne vous l'a pas présenté, mais on est venu bonifier aussi avec du marquage la traversée des cyclistes à cet endroit-là. Donc, marquage vert, puis essayer d'apporter un petit peu plus de sécurité aux cyclistes à cette intersection. Parfait, merci. Alors, Alexandre Morin demande, est-ce qu'un retrait de stationnement sur rue est prévu? Si oui, combien de places seront retirées? Alors, est-ce que c'est Constant ou Thomas? Je à peux répondre? Oui. répondre. Oui, en fait, pour les sections qui vont être à bande cyclable, vu qu'on va être en rive de la 3e avenue Est, on a dû reprendre l'espace des voies de stationnement pour mettre en place notre lien cyclable. Toutefois, au nord de la 71e, très peu, selon nos observations de terrain, très peu des espaces de stationnement étaient utilisés. Souvent, c'est des endroits vides. Donc, même ça accentuait des fois la largeur de la voie de circulation et pouvait amener justement des comportements de vitesse excessive et tout. De plus, à proximité du cégep, il y avait déjà beaucoup de réglementations qui interdisaient le stationnement sur rue en période scolaire. Donc, de ce fait, on modifie pas tant que ça la réglementation de stationnement à proximité du cégep. Toutefois, on n'a pas fait d'inventaire d'espaces de stationnement, mais selon nos observations et aussi selon les résultats du questionnaire citoyen qu'on a reçu en janvier dernier, pour nous, le stationnement n'était pas nécessairement une contrainte à considérer pour le projet. Parfait, merci beaucoup. Alors, oui, je peux On a aussi, proposer. Oui, vas-y, Ryan. oui, on a aussi une question de Rémi C. Donc, bonjour, avec le déplacement du trafic de transit de la 3e avenue vers Henri Bourassa, avez-vous pensé à des mesures pour atténuer l'impact pour les piétons sur Henri Bourassa? Donc, je pense surtout au coin 66e et 67e rue avec Henri Bourassa qui voit beaucoup de gens traverser sans lumière dû à la présence donc des arrêts de bus sur Isaac Bédard. Je crains de voir une augmentation des accidents à ces intersections si aucune mesure supplémentaire de protection pour piétons sont prises. Oui. En fait, c'est sûr qu'Henri Bourassa, au niveau du marquage et de la bonification piétonne, n'était pas dans l'aire où est-ce qu'on vient implanter le projet. Par contre, chose certaine, on ne retire jamais de temps piéton aux intersections où est-ce qu'on vient s'implanter. Puis, quand c'est possible, sans avoir trop d'impact, on vient aussi bonifier le temps de piéton à ces endroits-là. Donc, on le garde en tête toujours. Puis là, vous êtes nos yeux sur le terrain, on vous l'a dit. On va porter une attention particulière à la 66e, 67e, voir s'il y a possibilité d'aller bonifier cet endroit-là. Je le prends, mais chose certaine, on va s'assurer de conserver et de bonifier, si possible, la sécurité des piétons à ces intersections-là sur Henri Bourassa. Merci beaucoup. Une question de Vincent Gagnon-Martineau. Nous sommes des utilisateurs de à-vélo et heureux de les avoir dans le quartier. Envisagez-vous en ajouter? Ils sont très utilisés et souvent vides. Ça dépasse un petit peu l'aménagement, mais si vous pouvez répondre, sinon on le prend comme suggestion d'amélioration, puis on va le transmettre à l'équipe de à vélo. On le prend comme suggestion? Oui. On est content de l'engouement, puis effectivement, Christina, pardon, on le prend comme commentaire, puis on va s'assurer dans les prochaines années subséquentes d'en faire part à l'équipe d'Avélo.
Merci beaucoup. On a une autre question, commentaire de Vincent Gagnon qui nous dit: « Nous sommes des utilisateurs de à vélo et heureux de les avoir dans le quartier. Envisagez-vous de en ajouter? Ils sont très utilisés et souvent vides. » C'est pas tout à fait dans le... Je peux peut-être la prendre, celle-là. En fait, évidemment, à vélo, on travaille de concert avec nos collègues de Capital Mobilité du RTC qui s'occupent de l'exploitation de vélos. Alors, on va leur en parler. Évidemment, à chaque début de saison, ils font des ajustements. Ils voient où est l'achalandage et ils font du rebalancement entre les stations. Donc, on va s'assurer de leur passer le message là, dès demain matin là, pour qu'il y ait des vérifications qui soient faites, s'il y a des bonifications qui peuvent être faites aux stations existantes. Puis évidemment, à vélo, il y a une expansion qui se fait annuellement. Donc, au fur et à mesure que l'équipe du RTC et de Capital Mobilité voit qu'il y a une demande plus forte dans un secteur, bien, il y a toujours des bonifications qu'ils font de leur côté. Donc, on va faire le suivi, soyez-en assurés. Parfait. On peut continuer, Ryan? Oui. On peut continuer avec une question. Donc, oui. on a une question de Pierre Baillargeon. Donc, bravo pour ce projet qui va améliorer la sécurité des cyclistes, en particulier enfants et familles. Question, y a-t-il un plan futur pour des arrêts de bus non pénétrants pour les bus, comme cela débute sur chemin Sainte-Foy? Ce type d'aménagement-là, comme on est en train de mettre en place sur le chemin Sainte-Foy, on le fait habituellement dans les secteurs où est-ce qu'on vient bonifier puis rendre un petit peu plus permanent le lien cyclable. Donc, comme on vous l'a présenté dans le projet, là, on commence par un lien évolutif dans le secteur de la 3e avenue Est. On va la regarder vivre, on va la regarder évoluer, puis c'est un peu ce qu'on a fait sur le chemin Sainte-Foy aussi. Puis par la suite, oui, s'il y a un besoin, ça pourrait être quelque chose qu'on vient bonifier dans le futur ou si on vient mettre en place le lien de manière permanente, c'est certain que ce type de quai d'autobus-là va être considéré. Merci. Alors, une autre question de Pierre Baillargeon. Le lien d'Amé hivernal sur le corridor de Cheminot sera moins efficace pour les cyclistes sans fat bike. Les retours des dernières années montrent que les pneus standards cloutés ne fonctionnent pas bien l'hiver. C'est un commentaire en lien avec la connexion avec le corridor des Cheminots. Alors, on prend votre commentaire. Je ne sais pas si Je viens vous voulez peut-être compléter. Oui. Je viendrais peut-être clarifier que le secteur qui permet le secteur du corridor des cheminots là, qui permet la connexion entre la 3e avenue et la 4e avenue au sud va être déneigé. Donc oui, le corridor des cheminots est damé l'hiver, mais ce petit secteur-là va être déneigé pour permettre justement aux gens qui n'ont pas de fat bike là, de faire la liaison entre les deux liens. Merci. Sylvie Mackenzie demande, les déviations sont-elles dans les deux axes? Pas les déviations dans le quartier. Les déviations, c'est des diagonales. Donc, on les trace d'un coin à l'autre de l'intersection. On ne l'a pas. Ah oui, c'est ça, on l'a ici. Donc, vraiment, puis les deux déviations, oui, ont la même orientation, si c'est votre question, là. Donc, un véhicule qui circule en direction sud va être dévié vers l'est, puis un véhicule qui circule en direction nord va être dévié vers l'ouest. Donc, les deux déviations fonctionnent de la même manière. Super, merci beaucoup. Avant qu'on Oui. poursuive, Oui. peut-être Christina, avec les questions, on a, pour répondre à la première question sur le stationnement, je ne sais pas si on peut la remettre, Thomas, on a ressorti l'acétate qu'on a utilisé en février. Cette question-là, on l'avait abordée avec les citoyens lors de la séance du 17 février. Donc, pour répondre plus clairement à la question, voici le contenu. Je vais te repasser la POC Constant pour un peu expliquer là, plus concrètement ce qu'il y en est. C'est Thomas qui avait commencé à l'expliquer. Veux-tu Thomas, poursuivre? oui, excusez-moi. Ouais. Ah oui, ben, je peux prendre la balle au rebond. Donc, oui, c'est ça, comme je l'avais mentionné. Là, donc, ce qui est sorti de notre étude de stationnement qu'on a faite, c'est encore une fois, c'est que le stationnement sur rue est peu utilisé par les résidents. Il y a une forte présence de stationnement privé en rue, fait que la plupart des maisons ont une entrée. L'impact de la perte d'espace de stationnement était vraiment négligeable. Donc, comme j'ai dit, c'est dans des meilleurs mots que j'ai dit que ce n'était pas vraiment une grosse contrainte à notre aménagement. Puis le stationnement, comme j'ai mentionné, est déjà limité avec la proximité du cégep dans la partie nord du projet. Toutefois, ce que nous, on a recensé, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités de stationner les véhicules sur les rues perpendiculaires à proximité des coins de rue.
Donc, pour nous, on ne voyait pas ça vraiment, c'est pas un moindre mal. Puis, on va toujours faire aussi, encore une fois, suivi de la situation du stationnement à la suite du projet pour regarder s'il n'y a pas des ajustements à la réglementation qui peut être réalisés. Peut-être plus concrètement, là, vous le voyez sur la carte, là, la portion en vélo-rue, évidemment, le stationnement demeure permis. Là. Le seul endroit où il est interdit, finalement, dans tout ça, hein, c'est les deux sections en rouge. Là, donc, dans la côte, en fait, la portion la plus accentuée, à partir d'Henri Bourassa. C'est une courte portion. Puis, dans le secteur du cégep, déjà où le stationnement n'était pas permis dans certains endroits. Là. Donc, il y a peu de changements versus l'existant là, pour faire une réponse encore plus simple. Merci beaucoup. Ryan, on peut lire une autre question écrite, puis après, je vais donner la parole à David pour poser sa question au micro. Parfait. Donc, on a une question de Pierre Baillargeon qui demande, y a-t-il un échéancier pour la réalisation du lien permanent entre 3e et 4e au sud de Henri Bourassa? Je vais la prendre, celle-là. Oui, allez-y, c'est la chance. Présentement, Pierre, on n'a pas de l'échéancier précis, outre ce qu'on a annoncé, le fait qu'on souhaitait réaliser nos liens sur 10 ans. Par contre, comme tu le sais, on a un bon nombre de kilomètres à accomplir. On veut vraiment travailler justement à faire que nos projets puissent se réaliser et bien desservir tout le monde à la grandeur du territoire. Et on veut profiter aussi de la planification des travaux des autres services pour être capable de faire nos projets permanents, pour être capable de justement mutualiser les coûts dans le cadre de ces interventions-là. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on travaille. Donc, on s'ajuste en fonction de l'avancée aussi des collègues des autres services. Merci beaucoup. Alors, David, vous pouvez ouvrir votre micro. Si vous souhaitez ouvrir la caméra, c'est possible également. On vous entend. Bonsoir. Bonsoir. J'ai plusieurs questions. Est-ce que je les pose une à la fois ou toutes maintenant? Vous pouvez y aller, là. On pouvait peut-être prendre 2, 3, puis après, s'il y en a d'autres, on pourrait revenir. Oui. Ben, juste dire que je suis du quartier, je reste proche. Je suis proche de 3e avenue, 79e rue. Je vais travailler en vélo. Mes enfants vont à l'école en vélo. Ma conjointe va travailler sur la colline parlementaire en autobus. Premièrement, je me demandais, je n'étais pas là à la séance de conseil de la séance là, en présentiel, mais j'ai répondu à l'atelier exact. Je voulais savoir le nombre de personnes qui ont demandé à ce que ce soit déneigé l'hiver. Le pourcentage ou la proportion, ça ressemble à quoi? Dans le sondage. Je vais peut-être la prendre, celle-là, à ce niveau-là. En fait, la dynamique du déneigement des corridors vivacité ne vise pas à justement faire une mesure de qui demande à ce que ce soit déneigé. Notre perspective est de faire que ce réseau-là soit par défaut déneigé pour créer des axes clairs de circulation dédiés justement à cette mobilité durable-là. Et donc, favoriser justement des mouvements est-ouest, dans ce cas-ci nord-sud, pour sécuritaire à longueur d'année. On voit que non seulement l'utilisation des corridors vivacité en hiver peut se faire par les cyclistes, ce qui est une des raisons. On voit aussi que les personnes à mobilité réduite préfèrent rouler dans nos corridors vivacité l'hiver lorsqu'ils ont des chaises électriques ou quadriporteurs parce que justement, c'est plus droit, il y a moins d'obstacles qui est fait. Et l'autre bénéfice qu'on a au niveau des corridors vivacité dans le déneigement, je crois que c'est Constant qui l'a présenté, la distance que ça dégage versus la proximité du trottoir pour assurer un meilleur confort aussi des piétons. Pour vous dire, là, on a des observations chiffrées sur le chemin Sainte-Foy depuis que la mise en place du corridor vivacité l'hiver et outre une utilisation, comme on dit, des cyclistes, on voit une très grande augmentation de la part des marcheurs à ce niveau-là.
Donc, je comprends que vous y allez selon vos objectifs et non selon la volonté des citoyens du quartier. C'est ça? Absolument, on fait ça par nos objectifs pour se doter d'un équipement, d'une infrastructure qui vise à créer un élément de mobilité durable 4 saisons. Donc, notre objectif, c'est de mettre en place l'infrastructure pour que l'utilisation se fasse. On sait que le vélo hivernal est en développement à Québec, mais il est en développement pourquoi? Parce que, ça fait partie de nos de notre travail qui a été fait, Moi, même dans le passé. Je suis citoyen, là, je suis là pour poser des questions. Si vous Oui, mais vous voulez une réponse. Mais ouais, écoutez, monsieur David. Non, non, monsieur David. Pas plus de temps pour répondre à ma question. Ben, on a le temps, monsieur David. On va vous écouter. L'idée, c'est que. Non, c'est parce que par défaut, on vous explique, par défaut, les corridors vivacité, c'est des liens 4 saisons. Donc, c'est par définition, il n'y en a pas partout, c'est pas tous les pistes cyclables qui sont déneigées, mais les corridors vivacité, c'est voulu être ainsi. Donc, il n'y a même pas eu de question, voulez-vous qu'il soit déneigé ou pas, parce qu'on a annoncé un corridor vivacité sur cet axe-là. Donc, c'est en ce sens qu'on voulait répondre. Oui, on va vous écouter. Oui. C'est ça. Dans ce sondage, on demandait si on voulait un corridor vivacité. Non. Non, c'est parce que même pas. Okay. Il n'y avait pas de questions. C'est parce qu'on vous a expliqué au début que c'est une colonne vertébrale sur certains axes, puis il y a eu des analyses, puis cet axe a été privilégié. Donc, il n'y avait pas de questions en ce sens. Par contre, il y avait plein de questions sur les habitudes, sur le besoin en stationnement. Donc, on fait des cueillettes de besoins avant, puis en fonction de ça, ben, le projet est ajusté. Alors, vous aviez d'autres questions, M. David? On va vous laisser le poser. Oui, j'ai d'autres questions. En fait, pour ce qui est de dériver les parcours 133, 136, déjà là, la partie nord, là, ce qui est entre Henri Bourassa et la 76, là, dans les heures, c'est très intense. Fait que là, de dévier en plus les autobus vers Henri Bourassa, là, vous allez dévier le trafic vers Henri Bourassa en direction. Ben, c'est d'ailleurs ma question. Est-ce que la déviation en direction nord de la 3e avenue se fait jusqu'à Henri Bourassa ou il y a un autre axe sud-nord qui est possible? On peut peut-être revenir à la diapo des parcours d'autobus, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Votre question est vraiment sur les parcours bus. Il n'y a pas de souci. 133, 136, ceux qu'on voit. Fait qu'actuellement, c'est ça. Ben, vous le connaissez, là, je pense que peut-être votre conjointe les prend. Fait qu'on le voit en vert actuellement. Nous, l'idée, c'est qu'au lieu de. En fait, il y a une déviation. Maintenant, on va continuer tout droit. Fait que c'est des parcours. Puis je le rappelle, là, pour l'enjeu de la circulation. Je ne sais pas si je comprenais bien votre question, mais c'est vraiment juste 5 bus en pointe, là, directionnel en sud le matin, puis en nord le soir. Autrement dit, c'est plutôt que de pénétrer dans le quartier. On continue simplement tout droit. Donc, même on n'a plus d'enjeu du tout de manœuvre, on n'a plus d'attente à des feux, tout ça. Là, fait que, je ne sais pas si je saisissais bien votre question. Là. Ouais, non, c'est exactement, non, c'est pas ça. Puis ça, je trouve que c'est très bien parce que les gens ils ont juste à marcher une rue à côté, puis il n'y a pas de problème. Moi, c'est pour les voitures. Est-ce que la dérivation des voitures en direction nord se fait via Henri Bourassa? Oui. Oui, bon. Là, Henri Bourassa, c'est pas facile. C'est pas facile avec la voie réservée. Je sais que vous avez dit que vous avez fait vos calculs. D'ailleurs, ma question, vous me dites que vous allez optimiser les feux de circulation. Moi, ça fait 3-4 ans qu'on me dit qu'il y a une station d'optimisation des feux de circulation à la Ville de Québec. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas déjà fait et si ce n'est pas déjà fait, comment vous allez pouvoir faire mieux? J'aimerais juste comprendre votre question avant. Donc là, vous dites si les voitures sont déviées, les voitures qui allaient sur la 3e, parce que là, on parlait de parcours d'autobus. 61 et 71 en direction nord. Vous me dites que la voie de dérivation va être vers Henri Bourassa? Oui. Oui. Oui, OK. C'est votre projet, là. Oui, je peux y aller. je peux répondre, en fait. Oui, allez-y, peut-être revenir à la diapo, parce qu'on parlait de parcours d'autobus, donc là, on revient avec les parcours automobiles. Parfait. Oui. C'est ça. Fait que grosso modo, je vais avec des chiffres là, de comptage. C'est sûr que ça varie dans les journées, là, mais c'est 300 véhicules qui utilisaient là, la 3e avenue Est en heure de pointe PM. Puis là, il y en a beaucoup qui se destinent au quartier. Donc, ces véhicules-là vont faire leur virage à droite dans le quartier. Ils vont y aller par là. Fait que finalement, au nord, la portion qui, on le sait, là, qui est plus sollicitée parce qu'il y a la voie réservée aux autobus, c'est
près de la moitié de ces véhicules-là qui vont se retrouver dans la partie nord, donc à peu près 150. C'est sûr que les feux de circulation sont toujours optimisés. Il y a toujours des observations qui sont faites à la ville, puis on optimise toujours. Mais là, avec l'apport de ces nouveaux débits-là, puis le changement des patrons de circulation, parce que c'est pas juste la 3e avenue non plus, c'est différents parcours qui vont être impactés. Donc, on vient rejouer avec ces chiffres-là, puis resimuler ces nouveaux patrons-là dans le logiciel de simulation. Puis ça nous permet d'aller faire des petits gains parfois sur une rue secondaire, d'enlever. Des fois, c'est 4 secondes, là, mais ça permet de donner ces 4 secondes-là à une autre approche. Puis ça permet quand même de fluidifier la circulation dans les différentes directions. Donc, c'est ça qu'on entend par optimisation. Mais il y a toujours d'optimisation. Je veux juste répondre à l'autre question. Là, il y a toujours d'optimisation qui est faite dans les feux de circulation selon ce que la ville observe. Parfait, merci. Est-ce que vous aviez d'autres questions, M. David? Non, ça fait le tour, merci. J'ai bien hâte bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, Ryan, on peut continuer avec une autre question écrite? Oui. Donc, on a eu une autre question écrite. Donc, est-ce que des travaux de recherche et développement et d'essais plus poussés sont prévus par la Ville de Québec pour améliorer la durabilité de la peinture verte qui est utilisée dans les rues? Donc, comme vous, je trouve que c'est bien joli de la peinture verte, mais si je me fie au secteur où de la peinture verte a été appliquée même l'année dernière, ces zones avec de la peinture sont déjà pratiquement toutes effacées. Donc, l'application de cette peinture représente des coûts assez importants pour les citoyens. Et si vous ne trouvez pas des formulations ou des méthodes d'application plus durables, il faudrait donc peut-être se poser la question si tout ceci en vaut vraiment le coup. Donc, c'est plus finalement un commentaire par rapport à la peinture là, qui est utilisée puis qui s'efface rapidement. Oui, je peux répondre. Oui. Là, on a testé dans les dernières années différents types de peinture. Il y a plusieurs options qui s'offraient à nous. Puis comme on commence à en mettre de plus en plus, on trouvait que c'était une bonne idée de toutes les tester pour justement voir laquelle est la meilleure. Donc, possiblement, là, que vous avez vu dans votre secteur un type de peinture qui, effectivement, n'est pas le meilleur à utiliser dans ce cas-ci, mais ça fait à peu près 3 ans là, qu'on en applique, puis qu'on en teste, puis on pense avoir trouvé pas mal la meilleure qui dure. Sur le chemin Sainte-Foy, entre autres, elle a été utilisée, puis elle dure depuis l'application il y a 3 ans. Donc, oui, on fait des tests. Oui, on est en projet pilote sur certains types de peinture, puis on va s'assurer que ce qu'on met dans nos futurs projets dure dans le temps. Parfait, merci beaucoup. Je ne vois pas pour l'instant d'autres questions écrites ni de main levée. Je peux attendre encore 1 minute ou 2, voir s'il y avait d'autres questions. Alors, je vous rappelle que l'enregistrement de ce soir et la présentation seront disponibles sur la page Internet du projet que vous trouvez dans l'outil questions-réponses. Alors, je ne vois pas d'autres mains levées, d'autres questions. Alors, je vais passer la parole à M. Pierre-Luc Lachance pour le mot de la fin. Ben, merci beaucoup, Christina. S'il y a des questions qui apparaissent là, pendant que je fais les remerciements, on va leur répondre. Soyez sans crainte. Merci, premièrement, à Constant, à Charles du RTC, à Thomas pour la présentation et David aussi. On voit que, comme on dit, on a écouté les commentaires, on a fait des ajustements. On est là pour amener justement une transformation de mobilité pour une mobilité multimodale. Merci à toi, Christina, pour l'animation, une fois de plus, une excellente soirée. Et on demeure quand même à l'écoute. Si vous avez des questions, commentaires, vous pouvez contacter via le 311. Vous pouvez regarder au niveau du lien que Christina a déjà publié pour le projet, là, pour être capable de rester bien au courant de l'évolution du dossier. Et je vous remercie de votre attention et vous souhaite une très belle fin de soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.